Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'expérience inédite. Je suis Patrick Walid, partenaire Digital Experience et Retail au sein du groupe OnePoint. Depuis des millénaires, les êtres humains se sont échangés des commodités, des biens, des services. Depuis moins de 20 ans, l'histoire s'est accélérée et tout a changé. L'expérience est devenue l'axe majeur de création de valeur et révolutionne nos habitudes de consommation. Autour de 5 questions, nous échangeons ici avec une personnalité forte et inspirante qui nous partage sa vision de l'expérience dans son secteur. Commerce, distribution, culture, food, hôtellerie, tous les secteurs sont impactés. Pour changer, en échangeant, avec la touche OnePoint, au-delà de l'évidence. Bienvenue dans l'expérience inédite. On vous a jamais dit le client est roi. Il y a une chose qui me met hors de moi, ce sont les mauvais vendeurs. Ce magasin est magique. Si vous aimez être reçu comme un chien dans un jeu de quilles... Vous êtes dans la boutique idéale pour ça, monsieur. Ouvrons le magasin. Bonjour Sabrina. Comment ça va? Et toi? Très très bien. Sabrina, tu diriges aujourd'hui la marque MAC au sein du groupe Estée Lauder, groupe iconique dans la beauté et la cosmétique. Un groupe de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça, qui compte plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde, 50 000 personnes dans le monde, si je ne dis pas de bêtises. Et donc tu représentes cette... Comment? Ouais, à chaque fois, tu aimes bien les grosses boîtes, tu adores les chiffres. Non, justement, c'est pas une question de grosse boîte, c'est justement une question d'équilibre, et c'est le point où je voulais en venir, où je voulais arriver. C'est qu'en préparant cet entretien, on se connaît déjà assez bien depuis plusieurs années. On se connaît depuis le moment où tu étais chez L'Occitane, où tu dirigeais la marque L'Occitane pendant 7 ans, pour la France et pour l'Europe. On s'est rencontrés à ce moment-là, et donc on a eu l'occasion de se connaître bien depuis cette période-là. Et en préparant cet entretien, qui va être axé autour de l'expérience et de ce que l'expérience peut apporter au retail, de ce qu'elle a de très spécifique en termes de création de valeur pour le retail, et comme impact général, et si on peut parler de ça aussi, sur comment ça impacte nos manières de consommer. Et donc je le disais, en préparant ta présentation, je faisais une petite liste des qualités que je te connais, qui sont extrêmement nombreuses, et comme on n'a qu'une trentaine de minutes, je me suis dit que je n'aurais pas le temps de tout évoquer tes qualités et de parler d'autre chose. Donc, juste pour te présenter rapidement 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et qui, je le sais, au sein de OnePoint, sont évidemment des sujets, puisque tu connais un petit peu OnePoint, des sujets qui nous tiennent à cœur. Une qualité extrêmement rare que tu as, c'est cette capacité à évoluer, à te mouvoir justement dans des big corps comme peuvent l'être Estée Lauder et L'Occitane, et en même temps d'apporter donc dans des postes de COMEX et de direction, et en même temps d'apporter une touche très opérationnelle et une attention extrêmement forte à tous les sujets opérationnels, et notamment la vie dans les magasins dont tu es extrêmement proche, et tu nous parleras de MAC bien évidemment. La seconde qualité que je voulais noter aussi, et qui là aussi résonne très très particulièrement chez OnePoint, c'est cette capacité, donc encore une fois dans ce type d'entreprise, avec le type de job que tu as, d'avoir en même temps que cela une application extrêmement forte dans la vie de la cité, à plusieurs titres, au titre de levée de fonds pour beaucoup d'associations auxquelles tu participes. Et voilà, cette double qualité, cet équilibre que tu as me semble tout à fait important, notable et éclairant pour notre échange. Puisque comme je le disais, on va parler d'expérience. Donc comme on va parler d'expérience, je démarre tout de suite avec ma première question. Quelle est pour toi la définition de l'expérience dans le retail? Avec un Patrick Walid sous la main, on n'a pas besoin de psy. Alors écoute, je crois, en fait, je vais commencer par ça, qui est une boutade, mais presque pas. C'est-à-dire que moi, je fais peu de différence entre la vie professionnelle et la vie réelle, enfin ma vie personnelle, et je trouve que, en fait, je crois que les marques, les écosystèmes qui sont performants et qui seront performants seront ceux qui penseront tels que pensent les humains dans leur plaît dans leur vie. Pardon d'être extrêmement basique, mais donc si je dois définir l'expérience à la lumière de ça, pour moi, une expérience dans la vie, comme une expérience dans le monde du retail ou dans le monde du commerce au sens large, c'est quelque chose qui tout simplement te laisse une trace. Moi, j'ai commencé à bosser, j'avais un boss assez exceptionnel qui était anglais, qui était vraiment un as du retail, un mec vraiment une pointure, qui aujourd'hui a un job exceptionnel, qui a été un de mes mentors et qui m'avait toujours donné
phrase que je trouve assez géniale, qui était les gens ne se souviendront jamais de ce que tu leur as raconté. Par contre, ils se souviendront toujours de la façon dont tu les as fait se sentir. Et je crois qu'en fait, la définition de l'expérience à la lumière de cette phrase et de ce que moi j'appelle la trace que tu peux laisser, c'est ça qui fait toute la différence. Donc après, tu peux mettre tellement de choses à l'intérieur et bien sûr, on va rentrer en granularité. C'est de l'intégralité. Alors, je déteste, on va rentrer au jargon de business, mais l'intégralité des touch points qui doivent être investis. Et qui doivent être investis comme si... Moi, je considère que mon job et beaucoup de choses sur lesquelles je travaille, beaucoup de sujets sur lesquels je travaille, je les travaille comme si c'était pour moi, en fait. Si je devais me rendre heureuse ou me faire plaisir ou rendre heureuse ou faire plaisir les gens autour de moi, et ben voilà, je les investirais émotionnellement de cette façon-là. Donc, la trace et l'implication émotionnelle et le lien émotionnel que tu crées, je crois que c'est ça l'expérience. Après, le reste, j'ai envie de dire, c'est des facilitators, des enablers, comme on dit dans notre monde. C'est marrant, ça me fait penser à une phrase que je lisais il y a quelques temps sur une définition de l'expérience qui rejoint un petit peu ce que tu dis, qui disait globalement, quand on s'est échangé à l'ère d'aujourd'hui, quand on fait un petit chemin en arrière, qu'on a commencé par s'échanger des commodités, et les commodités sont fongibles. Après, on s'est échangé des biens et des produits qui sont, eux, tangibles. Ensuite, on est passé à l'ère des services qui sont intangibles. Et l'expérience, elle est mémorable. Donc, je pense que c'est assez proche. Je suis pas si à côté de la plaque. On dit la même chose. L'émotion, le lien, la trace et la mémoire. Ma grand-mère disait je partirai avec mes souvenirs, mais je partirai pas avec mes tableaux. Ça, c'est sûr. Ce qui revient un petit peu à la même chose, dit d'une manière un peu différente. Merci pour cette première définition. J'ai entendu dans un échange que tu as eu avec Grégory Pouy il n'y a pas très longtemps, l'excellent podcasteur de Vlan et qui a plein d'autres cordes à son arc, que tu disais que on ne remplacera jamais l'expérience physique en magasin. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais ça m'intéresse. Je sais que tu n'es pas d'accord nécessairement avec ça et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de consommateurs de la jeune génération aussi qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Je crois que c'est lié à ce qu'on définit comme expérience physique, encore une fois. Toute la partie classique du retail, nos métiers se sont basés sur une approche finalement hyper transactionnelle de nos métiers, enfin plutôt pas que transactionnelle d'ailleurs, une dimension replenishment et une dimension transactionnelle. Ce sur quoi la majorité des boîtes de retail se sont construites sur les dernières années, ce qui d'ailleurs n'a pas forcément aidé à réinjecter du sens et beaucoup de valeur, et même de la valeur économique, sur les populations terrain, qui, et tu le découvres quand tu rentres dans certaines marques qui pour le coup ne vivent que par les communautés humaines, et typiquement la marque pour laquelle je travaille aujourd'hui, c'est le cas. Et quelque part, la marque pour laquelle je travaillais avant, de façon un peu différente, était très liée à cette dimension. En fait, typiquement chez Mac, sans la communauté humaine de Mac, il n'y a pas de marque. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et finalement, je crois que c'est probablement une des frontières de réflexion intéressantes pour beaucoup de business models qui sont en train d'être pensés ou en train d'être switchés. Je crois que si on repense les choses en se disant je réinvestis énormément la dimension humaine et je lui donne une place centrale dans le business model. Ce qui veut dire évidemment aussi une place de création de valeur. Soyons clairs, on est dans des business, on est là pour faire de la croissance, on est là aussi pour faire du profit. Et ça, c'est très important, soyons pas naïfs là-dessus. Et ça, c'est finalement l'articulation qu'il faut trouver. Chez Mac, sans nos make-up artistes qui sont les meilleurs du monde, les plus qualifiés, les plus psychologues, finalement, on vend du maquillage comme 72 000 autres marques sur le marché et ça n'a aucun intérêt. Parce que oui, la spécificité de Mac, c'est bien d'être une marque qui a démarré par le conseil, qui est une marque pro, si je dis pas de bêtises, une marque professionnelle, Exactement. Et donc qui donnait des conseils avant de maquiller ou avant de vendre des produits ou en le faisant en même temps en tout cas. C'est deux choses en fait qui donnaient évidemment des conseils, qui étaient un peu, si tu veux, ton coiffeur / psy du coin de la rue, mais sur la partie make-up, ce qui ma foi est très pour des femmes.
Et deuxièmement, qui permettait aussi de donner au monde une nouvelle vision de ce que pouvait être la beauté, c'est-à-dire une beauté non normée, non archétypale, où en fait ce qui prime, c'est la liberté, l'individualité, la personnalité. Et en vérité, enfin, je radote en disant ça parce que la marque elle a 30 ans, tu vois, mais je trouve que, enfin, en fait, c'est ce qui fait que cette marque elle a un souffle de dingue, hein, et c'est ce qui fait que cette marque est la première marque communautaire avant les communautés et les réseaux sociaux. C'est l'intelligence, mais qui n'a pas été encore une fois pensée, qui a été spontanée. Ça s'est fait parce que l'écosystème s'est créé comme ça de façon organique, qui a non seulement énormément misé sur l'accompagnement one-to-one et l'empowerment du consommateur, et deuxièmement, a donné énormément de force à des individus qui, au démarrage, étaient très souvent d'ailleurs des marginaux. Mais quand tu as affaire à des populations qu'on peut qualifier de marginales, c'est souvent très intéressant parce que il y a, tu vois, les 4 points qui, pour moi, font toute la différence et feront qu'il y aura des marques qui résisteront ou des marques qui se créeront de façon pérenne et d'autres pas. Et ces mots, ils sont anglo-saxons, tu vois. Bon, bref, on s'en fout, je vais te les dire en anglais, mais tu les comprendras. C'est le désir. Le désir, il est hyper important. Le désir Ça existe en français aussi, le désir. Hein. Oui, non, mais bon, voilà. Donc, le désir. Le belonging, donc en français c'est un peu pourri, tu vois, l'appartenance. L'appartenance, ouais. D'appartenance à quelque chose de plus grand que toi. Et ça c'est très important dans un monde ultra individualiste. Je crois que c'est ce qui rend aussi heureux, fier, et ce qui te donne du baume au cœur pour bosser, et ce qui donne du baume au cœur aux consommateurs quand ils consomment certaines marques et certains univers. Alors trust, donc comment tu vas, c'est quoi, c'est la confiance. La confiance que tu vas avoir effectivement, mais dans tout l'écosystème encore une fois, aussi bien tes employeurs que tes consommateurs, que toutes les communautés que tu nourris en horizontal. Et alors le dernier point qui pour moi est fondamental parce que je crois que, enfin, on a souvent ces conversations toi et moi, mais on n'a qu'une vie, elle passe très très vite, et s'il n'y a pas de passion, c'est absolument impossible. Hein. Donc, si tu arrives à cocher ces 4 cases-là et que tu réinvestis de sens ce que l'humain peut apporter à ton business model, encore une fois, parce que tu as quand même besoin de l'humain, je crois que tu peux tenir quelque chose qui, pour le coup, justifie le fait qu'il y ait encore des humains dans les points de vente physiques, et voire même que ça devienne un avantage concurrentiel extrêmement fort, en fait. En fait, il faut repenser nos modèles en se disant que les équipes sont des assets et pas des liabilities. Hein. Et quand tu parles de désir, de passion, de sens, tout à l'heure, on parlait d'émotion et d'expérience, mais c'est des mots qui sont extrêmement forts, qui sont intrinsèquement, consubstantiellement humains. Et en même temps, tu parles de valeur économique. Tu dis que ta marque, aujourd'hui, elle s'est basée là-dessus. À quel point tu penses que... Donc, tu nous montres que c'est pas incompatible, que c'est possible. Ne nous voilons pas la face. Il y a beaucoup de marques dans le retail qui n'en sont pas encore à ce stade. Hein, de se dire, oui, le conseil... Oui, l'humain, le sens, le désir, la passion sont mes valeurs fondamentales pour créer pour créer justement de la valeur à l'avenir. C'est pas évident. Ta marque le démontre. À quel point ton expérience dans le retail, ou les gens que tu connais dans le retail, les autres boîtes que tu peux voir, à quel point tu penses que c'est scalable, que c'est déclinable sur d'autres marques. Je pense que, encore une fois, c'est une question d'exigence, hein, et c'est une question de vision moyen-long terme. Enfin, il y a une étude qui n'a pas dû t'échapper puisque tu lis tout, je le sais, qui est sortie il y a 2 ans et qui disait que si 70% des marques disparaissaient, les consommateurs s'en foutraient. Bien sûr. Je crois que c'est ça en fait. Le retail tel qu'il a été mené, tel qu'il a été scalé, comme tu le dis, avec une forme d'automatisme, de quasi-fordisme, alors a fait les riches heures de beaucoup de gens, hein. Et celui-là, il est vraiment mort pour le coup. Là, j'y crois très très fort. Je crois que c'est pas le digital qui va le sauver. Je crois pas que ce soit non plus l'omnicanal. Il l'a pas sauvé déjà d'ailleurs. Hein. Pardon ? Il ne l'a déjà d'ailleurs pas sauvé. Le digital n'a pas sauvé. Même si on se dit voilà, je vais faire un revirement tout. En fait,
on en revient à ce qu'on disait au tout début. Il y a un moment, je ne crois pas, et même dans les marques des NVB d'ailleurs, d'une certaine façon, hein, tu ne crées pas un lien émotionnel, une connexion, et donc forcément une forme de stickiness à ta marque, si à un moment, il n'y a pas une dimension extrêmement humaine qui s'opère. Alors elle peut prendre énormément de dimensions. Et je crois, donc, du coup, pour répondre à ta partie sur... donc ça, c'est mon présupposé philosophique. Hein. Et ensuite, pour répondre à ta partie plus économique, il faut trouver un équilibre dans tout. C'est très bien que dans nos métiers, il y a d'autres... enfin, il y a d'autres channels de distribution qui sont des vaches à lait ponctuelles, qui n'ont aucune pérennité, qui sont juste des accélérateurs économiques one-shot. Mais s'il n'y a pas en macro la raison d'être de la marque qui se doit d'être profondément humaine, émotionnelle et donc passer beaucoup par de l'humain, je crois qu'il n'y a pas d'écosystème en fait, tout simplement. Et pour terminer, je dirais que moi je crois, alors je sais que je dois être une des mohicans à y croire, mais je crois pour différentes facettes et aussi pour une facette économique que le retail physique avec des humains dans des boutiques, c'est absolument nécessaire à la pérennité économique des modèles omni. On en parlait déjà la semaine dernière tous les deux, mais des modèles purement digitaux, très souvent en mode start-up, supra-financés par des VC ces dernières années, on fait de la croissance à tout crin, mais à aucun moment, pour certains, hein, de la profitabilité. Nous, malheureusement, on est sur des modèles économiques où on se doit d'être profitable. Et les magasins, quand ils sont bien foutus, bien pensés, avec la bonne expérience et la bonne connexion consommateur, bah, tu sais quoi, ça reste encore sacrément profitable en fait. Avec les bonnes personnes à l'intérieur quoi, aussi. Hein. Exactement. Avec les bons humains à l'intérieur aussi qui ont envie de vendre les produits qu'ils ont envie de vendre. Donc, ok, donc tu nous dis... Et c'est très positif, et moi j'aime ce message. Ok, c'est pas incompatible, c'est évidemment ce qu'on défend hein, chez WinePoint, tu le sais, depuis très longtemps, que la valeur économique n'est pas décorrélée de la valeur, du sens et de la raison d'être des entreprises ou de ce qu'on apporte dans le monde de la consommation. Les deux ne sont pas incompatibles. En plus, c'est scalable, vous le démontrez vous à l'échelle de votre boîte. On peut l'imaginer partout, ça peut marcher ailleurs. Donc ma question pour toi maintenant, ma troisième question, c'est quels sont les changements structurants qu'il faut que les boîtes embrassent pour passer à cette nouvelle ère, à ce nouveau stade, parce qu'on n'y est pas, on peut le dire, hein, dans beaucoup de boîtes de distribution, de retail, de marque, on n'est pas encore passé là, parce que ce sont des changements à mettre en place qui sont très lourds, c'est une autre manière une autre dimension, un autre prisme à faire rentrer dans le monde du retail. Écoute, déjà, il y a un point, je crois mordicus que ceux qui ne se donneront pas l'effort de cette réflexion vont mourir. Voilà, moi je suis assez pessimiste pour ceux qui n'ont pas d'épiphanie sur ces dimensions-là. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable sur le très court terme, mais on est obligé, je crois, aujourd'hui, hein, d'avoir une vision un petit peu plus... alors même si là, immédiatement, il va falloir gérer le court terme, hein, mais pour projeter les organisations, il va falloir avoir quand même une vision moyen-long terme. Donc juste de la vision, en fait. Mon premier point serait sur la vision. Et je crois qu'il faut réinjecter de la vision, il faut réinjecter de l'inspiration. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous, hein, qui d'ailleurs accompagnent des dirigeants. Derrière, je pense que ça pose la question, pardon, hein, je réponds à ta question, ne t'inquiète pas, je fais bien ta question. Je sais bien. Et je crois sur le fil de la gouvernance et du leadership. Je ne suis pas sûre que pour beaucoup d'opérateurs retail, les dimensions, les qualités qui ont été requises sur les 10-15 dernières années soient nécessairement celles qui seront requises dans le futur. Je crois que le monde est devenu beaucoup plus complexe, hein, et qu'il faut avoir une forme de perception, d'obsession, comment on appelle ça, pardon, j'ai un mot qui m'échappe, de paranoïa.
absolue. Moi, j'ai vécu avec beaucoup de retailers qui, sincèrement, étaient persuadés qu'ils avaient la barre et qu'ils l'auraient toute leur vie, en fait. Or, j'ai été élevée, moi, dans un monde, et ça, c'est le monde dont je viens, l'Occitane, on était des paranos, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on pouvait mourir le lendemain. Tu sais quoi? C'est très perturbant psychologiquement, absolument épuisant, mais en vérité, ça te rend très bon. Parce que ça te demande d'être perpétuellement à l'écoute, perpétuellement sur la balle, de t'entourer de gens extrêmement variés et d'essayer d'avoir le minimum d'angle mort et d'écouter tous les signaux faibles. Et je crois malheureusement que peut-être que certaines générations un peu robotisées au retail, juste sont pas câblées par rapport à ça parce que voilà, ils sont en mode automatique. Et le dernier point, pour répondre à ta question, pour moi, qui est aujourd'hui fondamental et qui, je trouve, est compliqué pour toutes nos boîtes de retail. Et encore une fois, c'est une passerelle que je vous adresse à vous, consultants, entre autres dans l'omni retail digital. C'est que nos KPI, qui sont fondamentalement ce qu'on doit tous regarder, parce que c'est ce qui juge la réussite des organisations et des opérateurs. Nos KPI ne fonctionnent plus. Nos KPI, si tes KPI, c'est uniquement ton chiffre d'affaires, ton profit, ton like d'or comp, qui ne prend d'ailleurs pas du tout en compte le chiffre d'affaires qui a pu migrer sur le online et ton consommateur omni, etc. Enfin, ce qui en vérité est le cas dans beaucoup de nos organisations où certes, il y a des petites volontés de compréhension, mais il n'y a rien qui est à la hauteur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des enjeux qui sont les enjeux structurels de nos métiers dans les prochaines années. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une nécessité et probablement une prime au cabinet de conseil qui arrivera à encapsuler une nouvelle façon d'évaluation de la performance des organisations qui ne sera pas que à l'aune de la croissance. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, pour certaines boîtes ces dernières années, juste de la croissance. Même pas du profit, à la limite. Donc ça va rentrer, ça va prendre en considération toutes les autres dimensions de c'est quoi mon impact sur mes communautés immédiates, c'est quoi mon impact sur mes salariés, c'est quoi mon impact sur mes consommateurs, c'est quoi mon impact sur le monde, c'est quoi mon impact sur l'écologie, et on ne peut pas en faire l'économie. Parce que le consommateur, il n'est pas non plus complètement schizo, tu vois. Il y a un moment, les marques sur lesquelles il va se replier et potentiellement assez rapidement, by the way, parce que je pense que le pouvoir d'achat va se contracter et que les consommateurs vont faire des choix, des vrais choix, qui seront pour beaucoup des choix raisonnés. Alors, il restera des consommateurs extrêmement drivés par le prix, mais quand ce sera moins le cas, pour le reste des consommateurs qui seront intéressés, ils voudront participer par leur acte de consommation. Alors, quand je dis ça, j'enfonce des portes ouvertes parce qu'évidemment, c'est à la mode, ce discours. Donc, oui, le consommateur voudra avoir un acte de consommation qui apporte un petit peu plus que juste de la satisfaction immédiate. Mais du coup, comment nous, on va être capable de le suivre, en place tout ce qui doit en découler. Mais encore une fois, je reste extrêmement, mais vraiment, enfin, pardon, à cheval sur le fait qu'il faut qu'on soit ambitieux. Et que parfois, oui, ça se fait pas, les revirements de business model se font pas du jour au lendemain et on n'a pas de bol parce que dans les prochains mois, on va pas switcher nos business models à proprement et on va juste essayer de tenir la baraque, pour être clair, et évidemment de switcher à la marge ce qu'on va pouvoir améliorer en omni, en digitalisation, etc. Mais on ne doit pas perdre de vue que ce moment qui nous attend, là, les prochaines semaines, les prochains mois, ne doit pas être que du pur opérationnel one-shot court terme pour faire en sorte que le bidule il continue à tourner. On ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de se dire, OK, quel rôle ma marque, ma communauté, parce que on n'est plus que des marques, on est des communautés humaines qui intègrent tous les stakeholders de nos marques. Quel rôle je veux que ça tienne dans le paysage. Et du coup, quelles sont les choses que je ne veux plus et quelles sont les choses que je souhaite mettre en place de façon tactique immédiate. Il y a plein de choses. Dans les organisations, il y a énormément de low-hanging fruits et il faut aussi savoir les identifier pour les mettre en place rapidement. Et ensuite, il y a évidemment ce qui est plus dur, ce qui met plus de temps, ce qui est plus contraignant. Mais si tu ne le visualises pas, si tu ne l'écris pas, de toute façon, ça n'arrivera pas. Parce que personne n'a intérêt à se faire chier, quoi, soyons clairs. Enfin, je veux dire, on a tous 24 heures dans la journée, on a plein de boulot. L'opérationnel d'une boîte, c'est lourd. Mais je pense que c'est une erreur.
Je reviens sur ce que tu disais sur les KPI. Okay, commençons déjà par changer les KPI. On peut plus mesurer la performance d'une entreprise comme on l'a mesuré jusque-là. Bon, déjà que c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs pour les retailers qu'on ne mesure pas que la croissance, parce que là, il y a d'autres choses à mesurer. Et la croissance va être difficile à mesurer. Elle était déjà un petit peu difficile depuis quelques années, elle va être encore plus difficile. Encore une fois, tu sais, encore une fois, pardon de contredire là-dessus, Patrick. Oui, le retail souffre, hein, mais c'est comme dans tous les business, il y a les winners. Il y en a qui s'en sortent très bien. Il y en a qui s'en sortent très très bien. Donc il est aussi hyper intéressant d'aller regarder du côté de ceux qui s'en sortent très très bien. Tout à fait d'accord. On va en parler juste après si tu veux bien. Le sujet des KPI, il y a une question de Nadia là, sur le live qui dit ok, justement, je mets quoi dans le rapport annuel? Quel nouveau KPI j'invente? J'invente pas, je n'invente pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, lesquels je mets en place dans mon rapport annuel pour montrer que ça a bougé. Comme Guillaume Morin disait, j'arrête de parler de PIB, je parle de bonheur national brut plutôt que de parler de produit national brut. Qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises? Rien que la formulation de ta question, je sens déjà une forme d'ironie. Non, pas du tout. Non, écoute, non, mais je vais les organiser en grosses parties parce que j'ai pas la science infuse. C'est des choses que moi j'intuite et sur lesquelles nous on a déjà Vous en avez chez Mac, oui. Sur pas mal de dimensions. Bon, la croissance économique, ou en tout cas à minima un modèle pérenne économiquement. Bon, parce que je crois qu'aussi il faut être clair que peut-être qu'on est passé dans un monde qui sera plus une croissance maîtrisée qu'une croissance échevelée. Et déjà, ça, il va falloir du coup tout réorganiser à partir de ce présupposé. Et psychologiquement, il n'est pas forcément simple, encore une fois. On parle de gouvernance, de gens qui ont connu l'ouverture de l'Asie, l'expansion du travel retail, des croissances à 2 voire 3 chiffres, une consommation échevelée avec des consommateurs qui empruntaient comme des malades pour consommer. Peut-être que ce monde-là, il est un peu sur pause. Donc peut-être que déjà la définition même de croissance et qu'elle switch vers une croissance maîtrisée, c'est intéressant. Donc je ne vais pas extrapoler, mais voilà. Et ça demande de réorganiser beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que couper. Ça veut dire aussi optimiser. Enfin, moi, tu sais, avant de couper juste bêtement parfois sur des dimensions humaines, quand je vois l'argent qui est dépensé à mal à propos plutôt sur du média, sur des acteurs qu'on ne va pas nommer, mais qui sont aujourd'hui monopolistiques sur certaines choses et qui en vérité, quand tu te fais des bilans de post-campagne, te disent qu'ils ont recruté 300 consommateurs pour des investissements gigantesques, j'ai envie de dire, moi personnellement, j'ai envie d'utiliser mon argent différemment. Donc, ça ne veut pas forcément dire prendre des mauvaises décisions, ça veut aussi dire voilà, se poser les bonnes questions. Ensuite, je crois que la satisfaction consommateur, elle est hyper importante. Aujourd'hui, elle est suivie, calculée par toutes ces dimensions de NPS, etc. C'est pas mal. C'est pas mal, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Moi, je crois qu'on peut aller plus loin. Et typiquement, le NPS, dans le NPS, il n'y a pas l'engagement des communautés, il n'y a pas il n'y a pas le sens, il n'y a pas le désir, il n'y a pas la passion dont tu parles. Communautaire, etc. Je trouve que c'est un grand manquement. Il n'y a pas non plus la dimension qui est une vraie dimension que moi je trouve hyper importante parce qu'en vérité on est en échec là-dessus totalement, qui est le véritable omnicanal. Enfin, dans toutes nos boîtes, la part d'omnicanal elle est très basse. Ça veut dire qu'aujourd'hui tous autant qu'on est, on ne sait pas véritablement faire un consommateur qui navigue de façon fluide et frictionless, comme on aime le raconter dans tous nos PowerPoint, les vôtres et les nôtres, d'un réseau physique à un réseau digital. Ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui coince? Mais j'aimerais comprendre, tu vois, j'aimerais juste qu'à un moment, on se pose vraiment la question de pourquoi les chiffres sont si petits. Alors, bien sûr, ils vont s'accélérer là avec le Covid et les confinements, etc. Oui. Mais cependant, à aujourd'hui, on a beau avoir mis les outils en place, ça montre bien qu'on n'a pas tiqué la box émotionnelle du consommateur, à proprement parler. On a mis en place la facilité de faire, mais on n'a pas trouvé le trigger. Ensuite, la satisfaction des employés. Je crois que s'il y a quelque chose que le Covid aujourd'hui les derniers mois a mis en exergue, c'est qu'en fait, véritablement, beaucoup même des consos essaient de comprendre les cultures d'entreprise et essaient de comprendre les marques qui ont joué un rôle et qui se sont bien comportées, dans lesquelles elles ont encore envie de s'identifier, à la façon dont on a tous pris part et on s'est responsabilisé
dans cet accompagnement solidaire de nos écosystèmes. Donc ça peut être aussi nos fournisseurs, etc., mais aussi évidemment nos employés. Et je crois que c'est dans le bonheur des employés que tu comprends aussi les cultures d'entreprise, hein, les cultures parfois toxiques, et que parfois tu te rends compte un petit peu tard, et que justement tu ne peux plus switcher une organisation parce que c'est trop tard, parce qu'elle est devenue trop toxique et qu'elle est trop au bout d'un certain modèle. Ouais. Typiquement, je prends pour exemple certaines startups très connues, des WeWork et compagnie, qui se sont fait défoncer la tronche hyper rapidement parce qu'il n'y avait pas ce KPI de culture de l'entreprise véritablement suivi et de taking care of your people. Et puis le dernier, il est évidemment what do I bring to the planet, quoi. Enfin, ça peut être tout le monde va pas. Ça vous le mesurez vous aujourd'hui? Pardon? Vous le mesurez vous aujourd'hui? Bah, si tu veux, non. Les KPI dont on est en train de se parler aujourd'hui, moi, ne font pas partie, à proprement parler, de l'évaluation. Beaucoup sont traités, sont très importants, parce que on a des choses très mises en place pour que ce soit fondamental dans nos business models, parce que c'est là-dessus que nos marques, je te l'ai dit, historiquement, nos marques historiquement résident là-dessus. Mais je suis persuadée que si ça faisait partie beaucoup plus encore des KPI d'évaluation des dirigeants, eh bien probablement qu'ils y porteraient une importance très supérieure. Est-ce que tu sens une appétence à ça? Oui. Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est une volonté? Ou est-ce que tu sens qu'il y a... Voilà, c'est le bon moment pour y aller? Non, c'est le moment nécessaire pour y aller. Mais à la fois, c'est le moment nécessaire pour y aller parce que je pense que le switch quasi anthropologique, il a lieu maintenant. Après, c'est sûr que c'est pas de bol parce qu'en même temps, c'est pas le bon moment économique pour y aller. Mais j'ai envie de te dire que monter une obligation morale respectueuse où chaque entreprise écrit ses propres KPI sur ces 4 dimensions, c'est pas non plus très compliqué. Oui, c'est peut-être justement le meilleur moment. Pardon? C'est peut-être parce que c'est le pire moment que c'est le meilleur moment. Probablement. Parce qu'économiquement, il faut aller chercher autre chose, il faut aller chercher ailleurs, quoi qu'il arrive. Ça, il faut avoir la conviction de sa propre mortalité. Et je crois que c'est ça peut-être une des choses que j'ai apprises au fur et à mesure de ma vie professionnelle et qui parfois m'étonne toujours. Et là, je parle pas de nous en tant qu'organisation, je parle vraiment au sens large. Je suis toujours surprise de voir à quel point les organisations réagissent quand elles sont au bord du précipice et n'anticipent pas. Ça me bluffe véritablement. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, il y en a même qui même au bord du précipice, ne le voient pas. On en a vu dans des boîtes comme ça, dans le retail d'ailleurs. Hein. Absolument. Ma dernière question, après on va prendre quelques questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui ont été posées. Pardon Patrick, je voulais juste terminer là-dessus. Ou alors, vas-y. Je l'ai aussi beaucoup vu dans le retail et c'est assez intéressant. Le retail, c'est évidemment un monde de business et de KPI. On vient d'en parler. Et aujourd'hui, de hard KPI, donc plus de la data brute. Et je crois qu'on est arrivé à un niveau de rationalisation pour la scalability des modèles très poussé dans le retail. Et que justement, et pour conclure sur ce qu'on a dit précédemment, je crois véritablement qu'il va y avoir une prime très très forte à l'empathie. Tu mets beaucoup de choses dans l'empathie, mais entre autres dans l'empathie, il y aura justement aussi la compréhension de l'époque et la compréhension parfois même des désirs non avoués et non encore formalisés, verbalisés des consommateurs. Et ça, alors tu sais qu'on porte la conviction forte chez OnePoint que ça passe par la data et par l'IA. Il faut pouvoir savoir ce qui se passe. Il faut pouvoir le mesurer. Toi, aujourd'hui, chez Max, c'est des sujets que vous suivez de près, cette partie data et IA, pour justement comprendre le consommateur au degré dont on parle là maintenant. On parle de sens, on parle d'émotion, on ne parle pas de CRM d'il y a 25 ans. C'est des choses que vous envisagez ? Oui, on est déjà pas mal équipé sur certains éléments. Je pense tout le monde est perfectible. Je te citerai un exemple, je crois, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Tu vois, typiquement pendant le confinement, pour parler d'IA, on a beaucoup travaillé avec un chatbot
sur Messenger qui nous a permis de façon répétée et at scale, pour le coup, puisqu'on a beaucoup de salariés, de prendre le pouls et de faire remonter très rapidement et par thématique, donc déjà pré-traité, parce qu'évidemment, il faut derrière que ce soit aussi digeste pour la prise de décision. Les thématiques de questionnement, d'interrogation sur justement le métier d'après, le monde d'après, la réouverture. Ça peut être de multi-sujets. Donc, je ne dis pas qu'on est les plus aboutis, mais en tout cas, on est vigilant à effectivement s'équiper pour rester le plus possible le doigt sur le pouls et du conso. Et là, c'est ce qu'on fait depuis la réouverture. Donc, on n'a que 2 jours de réouverture, donc doucement. Mais effectivement, cette semaine déjà, on va commencer à interroger sur les changements de consommation, les catégories qui ont l'air de plus pick-up par rapport au nouveau mindset, aux nouveaux usages, etc. Et puis surtout, je le disais déjà la semaine dernière, mais moi je suis très sensible et je crois que c'est une dimension qu'on a beaucoup oubliée aussi dans le retail, à l'interrogation et l'intelligence collective du terrain qui doit être mesurée en permanence tout du long. Parce que, encore une fois, ceux qui savent, c'est ceux qui, tous les jours, sont au contact du réel et donc de nos consommateurs. Et parfois, tu sais, même versus ce que tu peux comprendre par la data, l'IA sur ton site e-com ou sur le digital pur, il y a toute une dimension quand même de perception intéressante quand même à ne vraiment pas négliger dans nos métiers qui restent des métiers profondément liés à de l'impalpable et de l'immatériel, comme le désir, l'émotion, etc. Et ça passe quand même énormément par le bottom-up de nos équipes. Ouais, de manière un peu macro, on peut aussi espérer, sans avoir de boule de cristal, que la considération des personnels en magasin, ce qui s'est passé là avec le confinement, et on sait les difficultés qu'ont rencontré les personnels en magasin pour ceux qui restaient ouverts, comme pour ceux qui étaient fermés d'ailleurs, ceux qui restaient chez eux et qui n'avaient pas de boulot, ou ceux qui allaient travailler avec tous les risques sanitaires qu'on peut imaginer, on peut espérer effectivement une nouvelle considération de cette population pour ce qu'elle apporte au retail en général et aux êtres humains qui commercent, qui échangent entre eux. Mais je vais même aller plus loin que ça. J'ai lu un truc cette semaine que j'ai trouvé génial, qui n'a pas fait grand écho, mais auquel je crois beaucoup. C'est Gartner, tu sais, qui est une boîte de conseil, insight américain, très puissante. Je pense qu'elle est leader sur le marché. Qui disait qu'aujourd'hui, le consommateur, dans l'ordre, quand on parle des marques, a envie d'entendre les employés, en numéro 1 à 40% se positionner sur la marque. En numéro 2, le fondateur ou le CEO. Et très, 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 très loin derrière, tout ce qui est expert, influenceur, célébrité. En gros, quelque part, tout ce sur quoi notre ancien modèle en termes de communication, de prise de parole est basé, est en train de switcher. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la satisfaction des salariés et la mise en avant des salariés. Et d'ailleurs, entre autres, nous, on a modestement à notre niveau une petite campagne de réouverture où effectivement, la seule chose dont on parle, c'est pas les produits, c'est pas les hero products, c'est pas l'expérience, c'est pas le storytelling habituel de la marque. On met en avant, et vous pouvez, je vous invite à le voir sur nos réseaux sociaux, tous les visages de toutes nos forces de vente sur le terrain et qui expliquent pourquoi ils sont hyper heureux de reprendre leur job, qui est avant tout un métier passion en fait. Et en quoi la connexion émotionnelle qui est la leur à la marque prime surtout, et en quoi ils sont évidemment hyper heureux, vous attendent tous pour continuer à faire leur boulot avec plaisir. Je rebondis sur ce que tu dis sur les influenceurs. Dans ton secteur, dans ton métier, on peut pas faire l'impasse. J'ai vu qu'il y avait une question de Maud tout à l'heure qui dit comment on fait maintenant, à l'ère des tutos, etc., quand on est Mac et qu'on est là pour donner du conseil, que c'est ça qui nous a fait vivre, qu'on est dans un environnement, désolé, je vais citer l'un de tes concurrents, mais une marque comme L'Oréal, qui, on l'a vu, a été totalement, quasiment à 100% désappropriée de sa brand equity par des influenceurs, qui peut maintenant être un terme un peu péjoratif, mais en tout cas par des gens qui parlent de la marque, qui ne sont pas la marque, et qui sont à la fois plus légitimes, plus crédibles, plus nombreux et plus puissants que la marque elle-même pour donner des messages. Comment on fait quand on est une marque comme la tienne,
basé sur le conseil. Encore une fois, je reste sur notre sujet d'expérience. Vous étiez là pour apporter pas seulement du produit, mais toute l'expérience qui va autour. Comment on fait? Est-ce qu'on reste crédible et comment on fait pour rester crédible? En fait, moi, je crois pas. Je crois vraiment qu'on est dans des écosystèmes au sens littéral du mot. C'est-à-dire que tout se nourrit. Et by the way, beaucoup des influenceurs qui influencent d'une façon ou d'une autre, ou à un moment ou à un autre, sont soit passés chez nous, soit ont été formés par nous, soit sont documentés ou nourris par nous. Donc l'un ne va pas contre l'autre. Par contre, ce qui est très important, je crois, c'est, et ça c'est hyper clé, c'est de ne plus du tout se positionner ou avoir un rapport descendant et d'autorité. Nous, notre mission, c'est de nourrir tout ce qui a un intérêt pour le make-up, de l'exigence pour le make-up, une passion pour le make-up. Donc, on est parfois hyper inspiré par certains influenceurs. Nous-mêmes, on en inspire beaucoup. Et tout ça est un joyeux schmilblick qui, j'ai envie de dire, fonctionne très très bien ensemble. Et c'est pour ça que MAC n'est pas qu'une marque d'expertise. C'est pour ça que j'insiste bien. Il se trouve qu'il y a l'expertise dedans, mais c'est de l'expertise au service de l'émotion, en fait. Et c'est pour ça qu'aussi les personnalités qui sont chez MAC sont tous eux-mêmes des espèces d'ambassadeurs et eux-mêmes, quelque part, des réseaux sociaux sur pattes. Parce que c'est leur vision du monde et les valeurs qui les réunissent, et j'insiste bien, qui sont certes une exigence pour le make-up, les techniques make-up, etc. Mais avant tout, ce qu'ils défendent, c'est l'affirmation de soi, l'affirmation de l'individualité par un moteur, enfin par un biais, par un outil qui se trouve être le make-up. Mais au final, on nourrit tous le même sujet, et d'ailleurs très souvent les influenceurs qui nous aiment et qui bossent avec nous, en vérité, parlent de technique, mais à proprement parler, malgré eux, c'est un propos qui les dépasse. Et qui est ce propos-là? Et je crois que le problème, c'est les marques qui n'incarnent rien, qui en gros vendent des produits. Aujourd'hui, vendre des produits et vendre des héros produits, c'est un vrai problème. Ouais, bien sûr. On arrive bientôt à la fin de notre échange. Une dernière question, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la période qu'on vit et comme tu le disais, qui vient de se terminer. Et heureusement, les magasins ont rouvert. Encore une fois, évidemment, sans boule de cristal. Ce qui nous intéresse chez WinePoint, c'est le moyen terme, la projection à moyen terme, plutôt que le très très court terme ou le très très long terme, où il y aura toujours des gens pour nous raconter ce qui va se passer dans 20 ans. Comment est-ce que tu imagines le rôle de l'expérience dans cette manière de commercer, cette nouvelle manière d'échanger dont on a parlé là depuis 45 minutes? C'est quoi? Ça va être plus central? Ça va redéfinir totalement le paysage? Comment tu vois les choses? Ah mais pour moi, c'est un deal breaker. Hein. Enfin, game changer. Ouais, game changer. Il fallait parler anglais pour nous écouter ce soir. Enfin, soyons clairs, encore une fois, j'en reviens au tout démarrage de notre conversation. 70% des marques disparaîtraient, les gens s'en foutent et ne s'en souviendraient même pas. Enfin, tout est là, je crois que c'est un constat. Tu peux pas nous laisser un petit message d'espoir, là, quelque chose d'un peu... mais la conscience de notre mortalité et les 70%... Mais non, mais c'est formidable. Ça veut dire que les 30% mémorables, eh ben, il faut regarder ce qu'elles ont de mémorable, hein, tout simplement. Tu sais, voilà. Et encore une fois, c'est comme toi. Il y a des gens dont tu te souviens avec plus d'investissement émotionnel que d'autres. Et c'est pour des raisons très précises. Donc, pardon d'être un peu stupide dans ma réponse, mais il y aura pas, si tu veux, l'ennemi, ou même pas l'ennemi, le définisseur de nos métiers, c'est Amazon. Amazon, c'est la seamlessness, hein, et c'est un écosystème fermé. Si on veut avoir une chance par rapport à ça, et moi particulièrement dans mon métier, j'ai beaucoup de chance parce qu'au final, il n'y a pas de désirabilité chez Amazon, donc je peux encore vraiment m'amuser pendant quelques temps. Mais pour la majorité des business, c'est pas le cas. Hein. Si ce sujet qu'est-ce que mon boss, toujours le même, disait What do I bring to the party? What do I bring to the party? Et chaque marque doit faire son introspection
et se dire qu'elle ne sera pérenne que si effectivement elle laisse une trace et une forme de mémorabilité à ses consommateurs. Alors encore une fois, soyons modestes, hein, on n'est pas dans des relations humaines pur jus, ça reste du commerce, on va rester tranquille. Mais cependant, je crois beaucoup aux élans, je crois beaucoup aux visions directionnelles, parfois un peu déconnectées du réel, et c'est important, il faut planer. Moi, je dis toujours à mes équipes, visez très très haut et puis on verra ce qu'il en ressort, mais ce sera toujours mieux que si on se fait juste un petit plan roadmap avec les 4 touchpoints tickets, quoi. Parce que là, franchement, on va aboutir à rien. On va faire comme le voisin et ce sera sympa, mais on aura juste mis en place les outils. Le sujet, c'est pas mettre en place les outils. Le sujet, c'est quelle est notre vision, quel rôle on veut jouer. Mais vraiment un rôle comme nous, humains, en tant qu'individu. J'ai qu'une vie, qu'est-ce que j'ai envie de foutre de ma vie, quoi. Je peux me laisser vivre tranquillou, ou je peux aussi me dire qu'à mon petit niveau, et ben voilà, je vais essayer d'avoir un minimum d'impact. Et ben je crois que pour les communautés d'entreprises / les marques, ça doit être ça la réflexion. Et les outils viendront juste à la rescousse de la vision et pas l'inverse. Et en fait, toutes nos conversations et toutes les conversations passées qu'on a pu avoir sur justement les silos, l'omni dans les organisations, etc., c'est parce que on a pensé le digital comme des outils. Le digital, ça a été un catalogue, mais littéralement des roadmaps de catalogues d'outils à placer entre les mains de toutes les équipes, sièges, terrain, etc., sans que les gens comprennent ce qui devait émerger de ça comme vision. Et donc, on en revient toujours à la vision, au leadership. C'est ça qui restera et c'est ça dont on a besoin. Il y a une question, peut-être pour terminer, qui nous vient aussi sur le live, sur l'expérience de Mac en Chine avec Wunderman. Alors, je suis bien incapable d'en parler. Alors, la personne a l'air bien plus renseignée que moi, donc... Voilà, Born in 57, si tu veux nous préciser la question dans les 10 secondes qui suivent, peut-être que Sabrina pourra y répondre. Merci Sabrina, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. C'est toujours extrêmement riche d'échanger avec toi, autant à titre humain qu'à titre business. Et comme je le disais en introduction, c'est la juste jointure et le bon équilibre que tu représentes entre mettre de l'humain dans le business, si je dois garder ça. Oh là là, on a une dernière question qui peut être... Oh là 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 là, on l'a vu tous les deux celle-là. Hein, celle-là, voilà, tu l'as vu tout de suite. Je te laisse y répondre. Quel est ton rôle dans l'émancipation des femmes, Sabrina Erlori? Non, je suis pas sûre que la question me soit adressée. La question est adressée sur la marque Mac. Certainement, allons-y sur la marque Mac. Je pense que c'est pas le motto de la marque Mac à proprement parler, puisque le motto c'est l'émancipation de toute forme de différence et de toute minorité. Mais bien sûr, dans ce narratif-là, il y a évidemment beaucoup de choses qui touchent à l'émancipation féminine, et je crois que le premier, aujourd'hui c'est presque à la mode et c'est presque acquis, mais il faut se mettre 30 ans en arrière, on est quand même sur des modèles de beauté et de proposition non archétypés, et c'était complètement révolutionnaire. Enfin, je veux dire... un des modèles de la marque, c'est RuPaul, c'est un trans, il y a 25 ans de ça, on a mis en avant des femmes extrêmement powerful, qui n'étaient pas, encore une fois, dans les critères et dans les canons traditionnels. Et puis surtout, on a toujours énormément œuvré pour la diversité chez Mac, donc la diversité des origines, des individualités, et encore une fois, je ne veux rien bousculer en disant ça, mais c'est des problématiques qui finalement sont arrivées il y a très peu de temps dans la majorité des marques du monde de la beauté. Donc en cela, c'est une marque militante, radicale et militante. On a une dernière question. Merci pour cette réponse. Une seconde question de la part de Maud, qui pose toujours des questions pertinentes. Là, pour le coup, elle demande le sujet de la trace que l'entreprise peut laisser, qu'une entreprise comme la vôtre peut laisser, qu'une entreprise de manière générale peut laisser. Par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, est-ce que tu peux repréciser un petit peu cette notion de la trace qu'on peut laisser? Il y a énormément de choses. Il y a la trace que tu vas laisser en one-to-one avec tes consommateurs. Je vais prendre un exemple concret. Que j'ai envie de citer parce que moi, il m'a beaucoup perturbé cet exemple.
il m'a même bouleversé cet exemple. J'ai beaucoup d'équipes qui me racontent que elles recevaient en one-to-one make-up des femmes malades, des femmes atteintes de cancer, qui étaient souvent des femmes d'ailleurs qui avaient très peu investi la beauté en général dans leur vie, pour beaucoup. C'est-à-dire des filles qui étaient plutôt nature, qui n'aimaient pas trop le make-up, etc. Et qui se retrouvaient très souvent pour la première fois avec un make-up artiste malade, sous chimio. Elles avaient plus de cils, elles avaient plus de sourcils. Et elles se retrouvaient là parce qu'on leur avait offert ce truc et elles savaient pas trop quoi en faire, mais elles se disaient après tout, bon, allez. Et elles sortent de l'heure et demie de one-to-one avec le make-up artiste transformées, parce qu'on est capable de faire des choses formidables qui donnent l'impression que tout va bien. Et les filles disaient toujours, donc elles étaient évidemment hyper émues, remercier profondément nos make-up artistes et leur disaient, c'est incroyable parce que je me suis jamais sentie aussi belle alors que je suis malade. Et ben, moi, je crois que ça, c'est un exemple qui me rend hyper fière de vendre du make-up quand on me dit souvent « Ouais, bon, toi, t'as un job, t'es gentil, tu sauves pas des vies. » Non, je sauve pas des vies, hein, clairement. Mais waouh, en fait, dans tous nos jobs, comme dans ta relation humaine en one-to-one avec tellement de gens tous les jours, bah, tu peux décider d'avoir une influence très positive qui laisse une trace ou pas. Et c'est un choix presque quasi conscient. Et puis ensuite, la deuxième dimension de la trace qui est plus long terme, c'est effectivement cette espèce de redéfinition des KPI et de la trace sociale au sens large que les organisations et la part de responsabilité que les organisations et les dirigeants doivent prendre aujourd'hui dans un écosystème, je suis désolée, qui est beaucoup trop fragmenté et qui ne peut pas rester fragmenté tel qu'il est. L'État ne peut pas tout, l'Europe ne peut pas tout, la politique ne peut pas tout. Et je trouve ça formidable parce qu'au final, je trouve que ça redonne énormément de sens aux citoyens et énormément de sens à aussi comme acteur économique. Je peux faire de ma vie, je peux faire pour mon pays et je peux faire pour le monde en général. Voilà. Et évidemment, tous modestement à notre niveau. Hein. Mais moi, ça me réjouit beaucoup. Et même voir, ça me console très souvent de me dire que cette hybridation, je l'appelle de mes voeux et je crois qu'elle viendra. Merci. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est le côté, quand tu dis, OK, on fait du make-up, on ne sauve pas des vies, il y a quand même un sujet d'intention, l'intention avec laquelle on fait les choses. Absolument. On peut vendre du make-up, on peut vendre des lunettes, on peut vendre des fringues comme un produit lambda, ou alors on peut y mettre du sens à l'intérieur de ça, ce qui rappelle ce que tu disais tout à l'heure sur le sens, sur le désir, sur la passion. Et ça, maintenant, ça doit être... on a beaucoup parlé de KPI, ça peut être mesurable, ça doit être mesuré, et ça change tout dans les valeurs des boîtes et dans les raisons d'être des boîtes. Et ce que je comprends de toutes les très belles choses que tu nous as racontées, c'est qu'il faut qu'on aille dans cette direction. Et un dernier Merci point. beaucoup. Pardon, vas-y. Très concrètement, je vais être hyper taquine là-dessus exprès, mais moi j'ai vu des magasins prendre 20-30 points de like d'or, ce qui est colossal, hein, 20-30 points de like d'or en changeant des équipes et en mettant dans certaines boutiques des gens extraordinairement portés par le métier. Ça vaut toutes les campagnes marketing, CRM et investissement chez Google et Facebook du monde. Hein. 20 ou 30 points de like d'or. Ça se mesure et ça marche. Merci beaucoup Sabrina pour cet échange qui heureusement a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Je suis désolée, c'est mon problème ça. Non, au contraire, ça fait plaisir à tout le monde. Quand je regarde les commentaires qui sont là sur le fil, ça fait plaisir à tout le monde que ça a duré plus longtemps que prévu. Merci beaucoup Sabrina. À très bientôt j'espère. Salut. Merci à toi. Je ne fais que défendre mes droits de consommateur. On ne peut point les goûter, c'est du volement. Vous avez dénaturé le produit. Un bon vendeur a toujours un sourire sincère. Le client est roi, et le client, c'est vous.